Alors, dans ce chapitre, on va parler de petits trucs et astuces liés à Ruby et parler un petit peu de choses qu'on n'aurait pas vues dans les précédents chapitres. Alors, comme dans tout langage de programmation, il y a pas mal de petits raccourcis que l'on peut utiliser un petit peu partout. Donc, on va créer encore une fois un nouveau fichier pour séparer un petit peu tout ça. Et on va l'appeler exo_tips.rb. Par exemple, on a vu au moment des conditions qu'on avait plusieurs manières d'écrire les choses. On a possibilité d'écrire une condition comme ceci et de mettre ensuite le code que l'on veut. On avait vu qu'on pouvait mettre le code avant puis la condition s'il n'y a qu'une seule ligne de code à exécuter. On a vu qu'on pouvait inverser avec le unless. Et ce que l'on n'a pas vu, c'est les conditions un petit peu multiples. Donc par exemple, si jamais on veut faire un système de commande en demandant à l'utilisateur de rentrer une commande et si jamais cette commande c'est ajouter, il veut ajouter un produit, si jamais c'est supprimer, il veut supprimer un produit, on a juste besoin de tester si une valeur est égale à une autre. Donc par exemple, si on fait cmd, donc comme commande égale gets.chomp, et ensuite, on se dit, là j'ai besoin de vérifier si la commande a été tapée et qu'elle vaut add. On peut faire if cmd égale add. Et ensuite dire else if si la commande c'est supprimée. Et ensuite else if et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le problème de cette syntaxe là, c'est qu'elle n'est pas forcément évidente. Donc on a une autre syntaxe, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce que c'était pas nécessaire, mais c'est la méthode avec les cases. Donc ça dépend un petit peu dans d'autres langages, on peut la retrouver. On met case suivi de la variable à tester et ensuite on va pouvoir définir les différents cas. Donc par exemple, lorsque commande c'est add, dans ce cas-là on exécutera le code qui sera ici. Donc là par exemple on mettra puts ajouter un produit. Là si c'est par exemple supprimer, ça sera supprimer un produit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on mettra un else. Else, nous dans notre cas là, ce sera commande inconnue par exemple. Hop. Et ensuite, on met un end. Donc là, on va mettre rm, plutôt parce que supprimer, ça va être impossible à taper. Puts, suppression du produit. Voilà, donc ça peut être une manière aussi un petit peu plus simplifiée de taper des conditions. Donc on va faire un petit essai, on va l'exécuter, c'est toujours intéressant quand même de voir comment ça fonctionne. Donc c'est exo_tips. Donc il me demande de taper quelque chose, je tape add et ça ajoute un produit. Je tape rm, ça supprime un produit et je tape n'importe quoi, il me dit non, la commande je ne la connais pas. Donc le when comme ça permet d'aller plus vite. Alors de la même manière, vous pouvez l'écrire de manière un petit peu raccourcie. Si jamais vous avez qu'une seule instruction comme c'est le cas ici, vous pouvez mettre ici then faire ça. Then faire ça. Il y a toujours quasiment plusieurs manières d'écrire en Ruby. Et hop, on met des tabulations pour mieux s'y retrouver. Là, c'est vraiment c'est un petit peu comme pour les blocs. Et lorsqu'on n'a qu'une seule ligne, mieux vaut tout laisser sur une ligne. Ça permet de mieux s'y retrouver, d'éviter d'avoir un code hyper long. Voilà, moi dans mon cas, on va le laisser comme ça. Un autre truc particulier, lorsque l'on a besoin de mettre des conditions un petit peu courtes, c'est ce que l'on appelle le ternaire. Donc le ternaire, ce n'est pas propre à Ruby, c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation, mais ça permet de faire des petits raccourcis. Notamment, lorsqu'on faisait des comparaisons, on mettait si A est supérieur à B, alors on affiche quelque chose, et sinon on affichait autre chose. Dans le ternaire, on peut mettre les choses de la manière suivante. Par exemple, puts A est inférieur à B, point d'interrogation, on va mettre A est inférieur à B. Sinon, deux points, A est supérieur ou égal à B. Voilà, donc là, on peut écrire comme ça en une seule ligne différents cas. Donc ça équivaut à mettre si A est inférieur à B, alors, sinon, donc ça serait du else, alors, et ensuite, end. Et avec à chaque fois le puts devant. Ça permet d'économiser un petit peu toutes ces lignes-là et d'écrire ça en une seule fois. Donc ça, vous pouvez le retrouver, ça correspond à des cas véritablement spécifiques, mais ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc on met une condition, là on mettra qu'est-ce qu'il faut faire si la condition est remplie, et là on mettra qu'est-ce qu'il faut faire si la condition n'est pas remplie. Donc de la même manière, on peut aussi utiliser le système de ou, de manière un petit peu dérivée. Donc on l'avait vu, lorsqu'on avait besoin de faire des conditions complexes, on pouvait utiliser le ou, et on pouvait utiliser le et, de cette manière-là. Mais si on écrit un code qui ressemble à ça, puts A ou B,
qu'est-ce que ça va faire? Ben, il va vérifier A. Si A est égal à quelque chose, ben dans ce cas-là, il affichera A. Mais sinon, il affichera B. Donc on va faire un test, on va mettre A égale false et B égale salut. Donc là, il affiche A ou B, globalement. Donc A n'existant pas, il affichera B. Si je réexécute mon code, il fait salut. Si j'inverse, si maintenant A a une valeur, donc là c'est la valeur false sous forme de chaîne de caractères, il affiche false. Autre chose, avec le OU, on a la possibilité de faire un assignement en utilisant le OU. Alors là, c'est un petit peu particulier, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur d'autres langages de programmation, mais on l'avait vu lorsqu'on avait utilisé les hash. Par exemple, on crée une variable A et on a envie de la définir. Par exemple, on va mettre valeur par défaut. Mais on a envie de mettre cette valeur par défaut seulement si A n'existe pas déjà avant. Donc là, on peut mettre OU égale. Hop. Donc si par exemple A est égal à false, automatiquement ça mettra cette valeur là. Donc si je fais un puts de A, ça mettra valeur par défaut. Si par contre A a déjà une valeur, par exemple chien, mais ce que ça va faire, c'est que ça va dire mais A étant déjà défini, je ne fais pas ça. Et là, automatiquement, ça me donne chien. Donc autre chose sur les chaînes de caractères et les tableaux, alors on en avait peut-être parlé, je me souviens plus exactement si on en avait vu, mais si vous voulez rajouter un élément à un tableau, alors on va regarder ça, on va mettre ça en commentaire au fur et à mesure. Hop. Donc lorsqu'on avait vu les tableaux, on avait vu que si on veut injecter un élément dans un tableau, d'ailleurs je m'embête, on va faire ça avec IRB directement, hein, ben on a la possibilité d'utiliser l'opérateur inférieur-inférieur en faisant comme ceci. Et là on injecte une nouvelle valeur dans le tableau. On peut aussi le faire avec les chaînes de caractères. Donc si on met salut et qu'on y injecte, c'est comme ça, Jean, ben, automatiquement ça combinera les deux. Bon, c'est un petit peu con, on est d'accord, parce qu'on peut écrire en plus et on obtiendrait le même résultat. Donc un autre détail, et ça c'est important, je veux vraiment qu'on s'arrête dessus, c'est la partie typage. Donc on l'a vu à un moment donné, on a dit que les variables avaient un type particulier. Donc lorsque je stocke une valeur, elle est d'un type. Ça peut être une chaîne de caractères, un entier et tout ça. Et on avait clairement dit, attention, ce type est important. Le problème, c'est que lorsqu'on a fait les choses avec les conversions et qu'on a fait l'interpolation de chaîne de caractères, si par exemple je fais A égale 3, 3 c'est bel et bien un chiffre, et lorsque je fais salut et que j'injecte 3, ben là automatiquement le chiffre devient une chaîne de caractères. Et de la même manière, si je mets quelque chose qui est un float, automatiquement il fait cette conversion de manière générale. Lorsque l'on crée des méthodes avec des paramètres, par exemple on va l'appeler majuscule, et qu'on prend en paramètre, donc on va mettre le nom, et qu'on fait un end, ben là ce que l'on fait, c'est on fait un return de nom.upcase. Voilà. Le problème, c'est que j'ai besoin de m'assurer que la valeur qui est passée en paramètre, je puisse y appliquer upcase. J'ai besoin de faire certaines opérations et dans d'autres langages de programmation, on se dirait ben, j'ai besoin de vérifier que non, c'est bel et bien une chaîne de caractères. Alors en Ruby, c'est quelque chose que l'on fera assez peu. On utilisera plutôt le respond-to. Notre but, c'est de tester si la variable qui est passée en paramètre, on puisse lui appliquer une certaine méthode. Et en fonction de ça, on continuera à exécuter ou non le code. Donc par exemple, dans mon cas ici, j'ai besoin de savoir si je peux appliquer upcase à mon élément. Sinon, ça veut dire que mon élément ne correspond pas. Et du coup, je ne peux pas utiliser cette méthode-là. Donc là, on utilisera souvent le respond-to en faisant if non.respond-to et on met un symbole représentant la méthode que l'on souhaite tester. Donc ici, ça sera upcase. Donc si l'élément, hop, oh là, ça a inversé tout. Voilà. Si l'élément peut répondre à cette méthode-là, dans ce cas-là, on peut appliquer le non-upcase, sinon, bah, on aurait une erreur. Donc là, je ferai, par exemple, un puts majuscule de salut. Et ensuite, je fais un majuscule de 2. Et je fais un majuscule d'un tableau. A, B, C. Hop là. Et au passage, on l'avait vu précédemment, si vous voulez faire un tableau plus rapidement avec juste des éléments qui n'ont pas d'espace, vous pouvez l'écrire comme ça, A, B, C, D. Ouais, c'est un petit peu plus rapide. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, hop,
Mais je vois que le premier me donne salut, en revanche les deux autres ne bougent pas, parce que il n'est pas capable de faire le upcase. Mais ce que l'on peut faire aussi, c'est lui dire, est-ce que ça répond à la méthode toS, qui permet de convertir en chaîne de caractères? Si ça répond, je fais un non.toS, donc je convertis mon élément en chaîne de caractères, et ensuite je fais un upcase. Dans ce cas-là, je vois que cette fois-ci, les trois éléments sont capables d'être convertis, et du coup, ils sont convertis en majuscules. Alors au passage, toS, c'est propre à chaque élément. Donc si on cherche, par exemple, c'est dans le cas de fixNum, donc les entiers, hop, ils ont une méthode toS. Les chaînes de caractères string, ils ont une méthode toS, alors qui ne fait absolument rien, on est d'accord, mais qui convertit la chaîne de caractères en chaîne de caractères. Et si on cherche les tableaux, array, ils ont aussi une méthode toS, qui permet de convertir sous forme de chaîne de caractères. Bon, pour le coup, c'est un petit peu bête, parce que ça nous donne un truc un petit peu bizarre, mais on s'assure comme ça qu'on n'a pas de surprise. On vérifie, est-ce que ça répond bien à cette méthode-là? Est-ce que je peux convertir mon objet, enfin mon paramètre en chaîne de caractères? Si je peux le convertir, ça veut dire que effectivement, ça a un sens d'utiliser cette fonction-là. Et je m'assure que je n'ai pas de problème particulier. Donc en Ruby, on testera très peu le typage des variables, mais on testera plutôt les conversions. Et on fera indirectement derrière les conversions. Donc lorsque vous faites des méthodes, par exemple le upcase ou autre, dans certains cas, il fera la conversion de manière automatique. Et c'est ce que vous avez vu lorsqu'on fait de l'interpolation de chaîne, c'est-à-dire que je mets un dièse suivi d'une accolade. Ce que fait Ruby, c'est qu'il dit, 2 c'est effectivement quelque chose qui répond à toS, donc j'applique toS, je le convertis en chaîne et ça fait quelque chose. Voilà. Et c'est quelque chose que l'on retrouvera dans beaucoup de méthodes. Donc lorsque vous avez du code à exécuter, il est vraiment vital que vous preniez cette habitude-là de vérifier que le paramètre puisse répondre à quelque chose. Comme ça, vous n'allez pas avoir de surprise. Voilà, donc ça me permet vraiment de gérer les choses. Par exemple, imaginons je fais une fonction qui s'appelle triple. Hop, triple, et on va lui passer un entier. On va mettre chiffre. Là, je vais faire un petit peu la même chose. Je vais mettre, si le chiffre répond à la méthode toWe, ou toFloat, parce que j'ai besoin de la convertir en float, dans ce cas-là, je vais faire le chiffre multiplié par 3. Lorsque j'applique cette méthode-là, hop, 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 et là on va mettre 1.78, voilà. Si j'essaie d'appliquer cette méthode-là, alors hop, c'est pas chiffre, mais c'est triple, autant pour moi. Voilà, et d'ailleurs, je me dis ici que je dois convertir du coup en float, to float. Voilà, si je fais un Ruby exotype, je vois que ça me donne 0.0, parce que salut, ça ne contient aucun chiffre, il ne sait pas comment le traiter. Le 1.78 a bien été converti. Là, j'ai bien 6.0, et le nil n'affiche rien. L'avantage, c'est que je peux dire, si jamais tu n'arrives pas à le traiter, dans le cas où c'était un tableau n'est pas convertible en entier, j'affiche une erreur. Donc on verra comment gérer les erreurs plus tard, sous forme d'exception. Mais là, hop, on peut gérer, hop là, les erreurs comme ceci. Et on voit que là, dans le cas du on voit que dans le cas d'un tableau, il ne sait pas faire la multiplication et du coup, ça lui pose un petit problème. Donc voilà, c'est très important que vous preniez ce concept-là parce que c'est quelque chose qui est un petit peu particulier si vous venez d'autres langages de programmation. Si vous avez fait par exemple du Java ou des langages typés forts, souvent on a un truc qui ressemble à ça où on vérifie le type de la variable enfin un truc. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai jamais fait de Java, mais on fait un truc comme ça en disant je veux que ce paramètre soit un entier. Dans Ruby, c'est un petit peu différent. On va souvent tester que plus qu'une variable correspond à une méthode que l'on attend et comme ça, automatiquement, on peut gérer différents cas. Voilà, donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est important de prendre en compte cet élément-là. On a une notion de typage, mais dans certaines fonctions, on pourra prendre plusieurs types et on pourra convertir un type dans un autre. Voilà, donc dans le cas du triple, ça prend tout son sens. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire cette petite aparté sur la notion de typage parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu particulière dans Ruby et je voudrais pas que vous mélangiez un petit peu tout si vous venez d'un autre langage de programmation. Voilà, donc on a un typage qui n'est pas vraiment un typage fort, mais c'est important de tester lorsque l'on utilisera des méthodes et lorsque l'on créera des méthodes que le paramètre qui est attendu correspond bien à ce que l'on attend. Pas forcément qu'il soit d'un type exact, mais qu'au moins il réponde à une méthode particulière pour pouvoir ensuite faire notre traitement sans avoir de soucis. Si jamais on passe n'importe quoi en paramètres, dans ce cas-là on pourra on pourra renvoyer des erreurs plus tard. Donc voilà, ça marque la fin de ce petit chapitre. Donc je vous donne rendez-vous dans
de prochains chapitres, nous allons attaquer des notions un petit peu plus avancées. Nous allons voir notamment la différence entre les blocs, les procs et les lambdas. Et ensuite, on va attaquer le gros chapitre de l'orienté objet en Ruby. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans ces prochains chapitres.